des autorités de Yaoundé. Pendant ce temps, Michel Djotodia se considère comme le nouveau chef de l'État. Nous parlerons également du groupe parlementaire UDPS qui a dressé le bilan de sa prestation à la Chambre basse plus d'une année déjà depuis que les députés nationaux de ce parti ont accepté de siéger à l'Assemblée nationale malgré le refus de leur leader. Le groupe parlementaire UDPS s'estime toujours comme porte-étendard de l'opposition congolaise qui n'a jusque-là pas de porte-parole. Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Quadripartite RDC, Rwanda, Ouganda, Congo, Brazzaville. Vous le savez, le sommet qui a réuni les 4 chefs d'État de ces pays à Oyo, au Congo-Brazzaville, s'est clôturé dimanche. Sassou Nguesso, Kabila, Kagame et Museveni se sont engagés à appliquer l'accord d'Addis Abeba censé permettre le retour de la paix dans l'est de la RDC. Les présidents de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda ont également encouragé le président Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine, à prendre des initiatives dans le cadre de la CEAC pour un retour rapide de la paix et de la stabilité dans ce pays. À Oyo, au nord de Brazzaville, les 4 chefs d'État ont discuté pendant environ 5 heures. Joseph Kabila, Yoweri Museveni, Paul Kagame et Denis Sassou Nguesso ont conféré sur la paix dans la région des Grands Lacs, notamment dans l'est de la RDC, à la suite des accords conclus dernièrement sur la RDC à Addis Abeba. Le 24 février dernier, 11 chefs d'État avaient signé dans la capitale éthiopienne, en présence du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, un accord cadre destiné à instaurer la paix dans cette région. Cet accord prévoit notamment l'arrêt de tout soutien à un groupe armé agissant dans un pays voisin. La rencontre d'Oyo était l'occasion pour les présidents du Congo, de la RDC, de l'Ouganda et du Rwanda de réaffirmer que l'accord cadre constituait une base essentielle pour la résolution pacifique de la crise et se sont engagés à favoriser l'application de ces dispositions dans le cadre des mécanismes prévus à cet effet. En ce qui concerne les pourparlers de Kampala, les chefs d'État ont souhaité voir les travaux aboutir à des résultats positifs dans les meilleurs délais. Le président de la République du Congo, qui était l'initiateur de cette rencontre, a salué l'engagement de ses homologues à prendre des initiatives pour mettre fin à cette crise. Sassou Nguesso avait déjà reçu séparément Joseph Kabila et Paul Kagame, respectivement en janvier et février dernier, pour évoquer la situation sécuritaire dans cette partie de la RDC. La partie est de ce pays est en proie à plusieurs groupes armés depuis plusieurs années. En mai 2012, des mutins de l'armée congolaise ont créé la rébellion du mouvement du 23 mars pour réclamer l'application des accords signés par le gouvernement congolais et l'ancienne rébellion du CNDP, d'où ils sont issus. Dans le communiqué final, le président de la RDC, du Rwanda et de l'Ouganda ont encouragé le président Denis Sassou Nguesso, médiateur de la crise centrafricaine, à prendre des initiatives dans le cadre de la CEAC en vue d'un retour rapide de la paix et la stabilité dans ce pays. Justement, en Centrafrique, on en sait un peu plus sur la destination de François Bozizé, le président déchu. Il est au Cameroun, ont confirmé les autorités de Yaoundé, mais à Bangui, la situation est plutôt précaire. Michel Djotodia, le nouvel homme fort du pays, qui devait s'exprimer ce lundi, n'a pu le faire. Mais pourquoi donc? Réponse dans cet élément. Michel Djotodia, président autoproclamé de la République centrafricaine, a un problème. Il ne peut pas pour l'instant faire quelconque déclaration officielle. En cause, il n'a toujours pas trouvé le moyen de le diffuser, la radio nationale centrafricaine, faute d'essence à mettre dans le générateur et hors d'usage. La solution de rechange, la station radio privée Ndekeluka, partenaire de la Fondation Hirondelle, n'a pu rien faire elle aussi. Ses biens ayant été pillés dans les heures qui ont suivi l'entrée des troupes du Seleka dans Bangui, où on ne peut pas dire que la sécurité soit revenue. Quelques coups de feu sporadiques y sont toujours entendus, et les pillages débutés dimanche se poursuivent, perpétrés pour l'essentiel par une partie de la population qui essaie de profiter de ce vide. Sur un plan plus politique, Nicolas Tiangai devait être confirmé au poste de Premier ministre par le nouvel homme fort du pays. Il devrait sans nul doute accepter, selon un de ses proches. Dans l'entretemps, François Bozizé, le désormais ex-président, a pour sa part cherché refuge au Cameroun, où il se trouve actuellement dans l'attente de son départ vers un autre pays d'accueil, indique le communiqué officiel émanant de Yaoundé. Communiqué qui ne donne pas de précision sur le lieu où il se trouve. Le président François Bozizé, 66 ans, a été renversé dimanche au terme d'une offensive éclair de la rébellion de la Seleka sur Bangui. Il est lui-même arrivé au pouvoir par les armes en 2003, à la tête d'une rébellion qui avait chassé le président élu de l'époque, Ange Félix Patassé.
La situation est sécuritaire au Katanga, on en parle également avec le transfèrement dimanche à Kinshasa de plus de 200 miliciens qui s'étaient rendus à la MONUSCO. Vous le savez, ces Maïmaï ont débarqué samedi dans la commune de la Rouachi, munis des Kalachnikov dans un cercueil et se sont mis à tirer en l'air. Mais la situation sécuritaire est redevenue normale sur toute l'étendue de la ville. Voici les miliciens Maïmaï qui ont provoqué la panique samedi dernier à Lubumbashi. Munis de Kalachnikov dans un cercueil, ils se sont mis à tirer plusieurs coups de balle en l'air. Mais la mésaventure de ces miliciens qui revendiquaient l'indépendance du Katanga n'aura duré que quelques heures. Face à une réplique musclée des forces de l'ordre, les rebelles ont pris la direction du quartier général de la MONUSCO où ils ont trouvé refuge. 245 d'entre eux ont été remis au gouvernement provincial du Katanga par la MONUSCO. Et ces miliciens ont été embarqués dans un bus pour l'aéroport international de la Luano, où un vol spécial a été affrété pour Kinshasa, où ils seront présentés devant la justice pour répondre de leurs actes. La population doit être tranquille. Ils se sont rendus d'eux-mêmes. Ils ont vu que là où ils étaient en brousse, ils sont induits vraiment en erreur. Parce qu'il y a des gens qu'ils ont cités. Ils vont citer des gens que nous allons arrêter. Ils vont citer qui sont derrière ces groupes de Maïmaï là. Vous voyez, il y a même des jeunes garçons de 10-12 ans, ça c'est regrettable. Et selon le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej, la situation est calme dans la ville de Lubumbashi et des mesures ont été prises pour sécuriser la capitale cuprifère. Revenons à Kinshasa pour parler du groupe parlementaire UDPS qui a dressé le bilan de sa prestation à la Chambre basse du Parlement. Plus d'une année déjà, depuis que les députés nationaux de ce parti ont accepté de siéger à l'Assemblée nationale malgré le refus de leur leader. Le groupe parlementaire UDPS s'estime toujours comme porte-étendard de l'opposition congolaise qui n'a jusque-là pas de porte-parole. Contrevenant. Mais ces députés justifient leur position toujours par le souci de mieux servir leur base. Voici maintenant plus d'une année finalement depuis que ces députés sont au Parlement. C'est le premier parti d'opposition en chiffres à la Chambre basse, mais connaît toujours des sérieuses difficultés face à une majorité compacte. Mais cette fois, ces députés espèrent renverser la tendance. Qu'est-ce que nous allons faire? L'amélioration de nos interventions. Faire de telle sorte que la qualité soit plausible. Ça, c'est le premier point. L'agressivité, une agressivité positive au sein du Parlement pour que nous puissions, si pas mettre en mal la majorité, mais faire de telle sorte que les discussions, que nous puissions les amener dans la réalisation concrète des problèmes basiques de la population. Entre-temps, au sein de l'opposition se pose toujours l'épineuse question de porte-parole. Elle est restée pendante après un débat houleux au Parlement l'année dernière et depuis, elle n'est jamais à l'ordre du jour. Et puis les FARDC sont en formation pour savoir comment lutter contre le recrutement et l'utilisation d'enfants, ainsi que les autres violations graves des droits de l'enfant par les forces armées et les groupes opérant sur les territoires congolais. Une formation qui donne également l'occasion aux différents officiers des FARDC d'échanger sur les principes fondamentaux de la protection et la promotion des droits de l'enfant. La restriction n'a pas de fin. On s'exprime tous les jours. C'est encore une fois que nous venons de bénéficier d'une pareille formation, c'est-à-dire une formation qui nous amènerait à avoir une armée respectueuse des lois. Comme l'indique bien ce propos de participants, au total près de 50 officiers appartenant aux différentes unités de l'armée ont pris part à ce séminaire atelier afin de réfléchir sur la manière dont les FARDC peuvent contribuer à la mise en œuvre du plan d'action pour la lutte contre le recrutement et la protection d'enfants impliqués dans les conflits armés, ainsi adopté le 4 octobre 2012 par le gouvernement congolais. Ces assises ont la particularité aussi de favoriser la reconstruction d'un lien de confiance entre l'armée et la nation, tel qu'inscrit dans le programme d'action RDC et USEC, dans le cadre de la mise en œuvre du plan de réforme de l'armée, comme défini par les autorités congolaises. Nous avons tenu à ce que nous puissions organiser cet atelier pour mettre les exécutants devant leurs responsabilités. Ils puissent mieux apprendre à s'occuper des enfants. Cela ne veut pas dire qu'on ne s'occupe pas des enfants, mais mieux vaut leur apporter quelque chose. À travers ce séminaire atelier, les organisateurs invitent les officiers des FARDC au respect des droits de l'homme en général et ceux de l'enfant en particulier, comme pour dire que c'est dans l'enfant qu'il y a l'avenir pour notre pays.
À la primature, le rendez-vous hebdomadaire a été respecté. Vous le savez, c'est chaque lundi que les membres de la Troïka se réunissent autour du Premier ministre Matata Ponyo. Objectif, évaluer la situation économico-financière de la République démocratique du Congo. Et exceptionnellement, pour ce lundi, la Troïka bénéficiait de la présence du ministre des Mines. Suivez. Lundi 25 mars, 6h30, ces ministres ont le devoir de gravir comme chaque début de semaine ces marches qui mènent droit dans la salle où se tient la réunion de la Troïka. Autour de la table ronde, les différents membres de cette structure cogitent déjà avant l'arrivée du Premier ministre Matata Ponyo. À l'instar des membres habitués à ces rendez-vous hebdomadaires, la réunion a été élargie au ministre des Mines pour faire le point sur la situation économique du pays. Le code minier, comme vous le savez bien, a été promulgué en 2002 et cette législation prévoyait une période de stabilité de ce cadre légal de 10 ans. Nous sommes donc arrivés au moment où il faut, quand même tirant les leçons de l'expérience de ces 10 dernières années, procéder à quelques ajustements dans cette importante législation. Le chef de l'exécutif n'a donc pas changé ses préoccupations en rapport avec ses instructions habituelles dans le but de veiller à la qualité de la dépense pour financer les investissements dans les domaines sociaux. Il y va de toutes les garanties nécessaires pour qu'il y ait une croissance économique plus forte. Lorsque l'État dépense, nous devons chaque fois nous assurer que le 1 franc dépensé par l'État contribue non seulement à faire tourner l'État, mais aussi à consolider la croissance. Autre point abordé au cours de cette rencontre, c'est la question des motivations des léopards. Si c'est vraiment cette question-là qui est à la base des performances pas glorieuses des léopards, eh bien nous aimerions bien régler cette question définitivement. Un autre rendez-vous est fixé pour le lundi prochain, même heure, même endroit. En attendant, la population, elle, n'attend que la concrétisation de toutes les belles promesses faites surtout sur le plan social à l'occasion de la présentation du programme du gouvernement que dirige Matata Ponyo. Mois de mars, mois de la femme, les activités se poursuivent. Les femmes de la vice-primature du budget ont entamé ce lundi une série d'activités et échanges qui s'étendront sur 3 jours. Des activités axées sur différents thèmes portant sur le rôle de la femme aux côtés de l'homme dans le développement. C'est à une semaine de la fin du mois de mars, celui dédié à elle, que ces femmes de la vice-primature du budget, cabinet comme administration, ont décidé de se réunir. Une rencontre respectant la tradition pour cette année, suite à l'appel du gouvernement qui a souhaité que la femme congolaise célèbre ses festivités par des thématiques axées sur son apport dans la société. Car de cette femme, l'homme attend une collaboration sans complexe ni complaisance dans le travail, d'autant plus qu'elle a un rôle important à jouer. Et on a fait du chemin, mais il reste encore du chemin à faire. La femme de la vice-primature du budget appelle également à la cessation des violences faites aux femmes dans l'est du pays et reste convaincue qu'un jour, les choses vont s'améliorer. Nous allons essayer de parler très haut sur la question de la femme violée et aller vers ces femmes-là, les aider. Nous devons les aider, nous devons leur permettre de revivre encore leur ancienne vie après ces cruels massacres qui sont en cours. Durant ces assises, ces femmes vont également se sensibiliser sur notamment leur rôle dans la diffusion et la promotion des actions du gouvernement au sein de leurs services respectifs et les combats qu'elle doit aussi mener contre la corruption et pour la promotion du changement. Éliminatoire de la Coupe du Monde Brésil 2014, les Léopards de la RDC ont compromis leur chance de qualification. Les fauves congolais tenus en échec dimanche par les chevaliers de la Méditerranée de la Libye ont laissé filer l'occasion de se tailler une place de leader du groupe, puisque dans l'autre rencontre, le Cameroun a eu raison du Togo sur le score de 2-1. Retour sur le match nul concédé par l'équipe congolaise dans cet élément. Incapable de prendre les déçus sur les chevaliers du désert. Et pourtant la rencontre avait un enjeu double. D'abord se réconcilier avec le public congolais après un passage à vide à la CAN 2013. Puis tenter une place de leader dans ce groupe 9. Les Léopards de la République démocratique du Congo, très fébriles durant les 45 premières minutes, manquent de l'efficacité offensive et ne savent pas violer la cage du portier libyen Nash Nouch. La plus grosse occasion de cette première période est à mettre à l'actif d'Nzuzi Toko. Les sociétaires des Grachopères héritent d'un ballon en pleine surface de réparation après ce service d'Issama Peko.